Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, quelqu'un que j'ai un peu attendu avant de vous présenter, j'en suis d'autant plus heureux parce que, certains d'entre vous le savent, il y a quelque chose qui m'horripile depuis déjà 2 ans, 3 ans, c'est de voir la droite Chapon euh, jouer les caïds face aux hommes soja. Ça, de, de voir les rincés de la trahison qui ont tout abandonné, tout planté, et qui d'un seul coup se recouvrent, se redécouvrent une virilité d'habitude absente pour pouvoir taper sur des gens qui, comme le disent certains même sur Internet, euh, ne savent ni faire démarrer une tondeuse à gazon, ni reconnaître un homme d'une femme. Donc, et en dehors de Jean-François Bronstein, je dois admettre que la plupart des analystes du wokisme, que c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, me déçoivent. Me déçoivent parce que euh, ils confondent cause et conséquence et surtout, ils prêtent comment dire, un pouvoir à des gens qui n'en ont pas. Et donc, j'ai longtemps attendu d'avoir un intervenant pour dialoguer, pour se confronter, qui partent euh, d'axiomes un peu sains pour éviter de prendre les cheveux bleus pour les cavaliers de l'Apocalypse. Eh bien, grâce à notre ami Roland Lombardi, que je salue, j'ai trouvé quelqu'un, donc Philippe Pulis. Philippe, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Donc, vous n'êtes pas journaliste, vous appartenez à la société civile et vous avez commencé à vous intéresser à plusieurs années aux bases théoriques du wokisme sur lesquelles nous allons revenir, donc théorie du genre, théorie critique de la race. Il y a 4 bases théoriques du wokisme, et ça, on va revenir dessus. Nous nous sommes croisés quand je suis passé chez quelqu'un que j'aime beaucoup pour ses travaux sur le monde arabe, qui est Roland Lombardi, et vous écrivez sur lui, sur la critique du progressisme, ou du moins de ce qu'on ose appeler progressisme aujourd'hui, dans le site de Roland, donc le diplomate. Vous-même, vous avez une chaîne YouTube à laquelle je renvoie nos internautes qui peuvent s'y abonner. Comment s'appelle-t-elle? Les réveillés. Les Les Réveillés. réveillés. Donc, il y aura un lien en description. Déjà, cher Philippe, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur c'est vrai, on ne pourra pas épuiser le sujet en un seul entretien. Je voudrais qu'on se concentre sur 3 points basiques. Un, le wokisme. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Deux, quels en sont les ressorts, c'est-à-dire pourquoi ça arrive maintenant et qu'est-ce que ça veut dire sur nous? C'est surtout ça qui est intéressant. Et dernier point, et c'est là, je pense, une véritable originalité de votre part, pourquoi peut-on dire que d'un certain côté, ces gens sont en partie innocents? Parce que ils sont plus actés qu'acteurs. Donc, première question, premier point. Déjà, le wokisme, c'est quoi? Alors en fait, le wokisme est un mouvement complexe et je m'amuse toujours quand je me regarde en fait, ou je m'écoute, ou je me relis, je m'aperçois que j'aborde le problème toujours de manière un petit peu différente, tant il est riche et complexe. En fait, le premier point, il est étroitement lié au second, puisqu'en fait, on a souvent tendance à lire et à entendre que le wokisme est né du mouvement Black Lives Matter en 2013. Bon, ça, c'est ce que l'on entend assez souvent, il nous vient des États-Unis, etc. En réalité, je pense sincèrement que le mouvement Black Lives Matter a été indéniablement un catalyseur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu telle, je dirais, visibilité qui a été mise sur ce mouvement Black Lives Matter. Effectivement,
Ça, ça a coagulé, ça a dynamisé un certain nombre de luttes militantes. Et je pense que le mouvement Black Lives Matter a permis la création de ce mouvement en tant que tel, unifié, et surtout de lui donner une visibilité internationale. Ça a été pour moi un formidable catalyseur pour le wokisme. Néanmoins, il est faux de croire que c'est né à ce moment-là. En réalité, toutes ces luttes que ce mouvement a pu agréger, elles démarrent depuis très longtemps. Alors en restant bien sûr dans une époque contemporaine, on peut, je dirais, parler sans problème des luttes des Afro-Américains dans les années 60 pour l'accès aux droits civiques. On était dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Donc là, on se place dans les années 60. Il y a toutes les luttes féministes qui sont montées en puissance dans les années 70 et même, je dirais, les luttes féministes, elles ont commencé en réalité dès le milieu du 19e siècle, pour les plus, je dirais, les plus connus. Après, il y a eu bien évidemment les luttes contre l'homophobie et c'est pareil, dans les années 60, elles sont montées en puissance et notamment aux États-Unis. Donc on voit bien déjà qu'on va dire qu'au départ, toutes ces luttes sont bien antérieures au mouvement Black Lives Matter. On ne peut pas non plus ignorer, et ça, je dirais, c'est l'un des fondamentaux, et j'y reviendrai, ignorer l'impact du concept de déconstruction. Alors souvent, on confond un petit peu déconstruction, cancel culture. J'espère que je vous apporterai un éclairage tout à l'heure. Mais néanmoins, ce concept de déconstruction est fondamental, c'est l'épine dorsale. Et là, on se retrouve dans les années 70. Les philosophes français, Foucault, Deleuze, Derrida, à qui on associe le plus souvent ce concept de déconstruction, lancent en fait une charge incroyable contre l'Occident et invite finalement, je pense que ça, c'est si j'essaie de faire une petite synthèse, c'est finalement invite au questionnement sur la dimension qui est biaisée, c'est-à-dire construite de ce qui est présenté comme normal, rationnel, naturel, scientifique par un Occident qui est désigné comme capitaliste, colonisateur, impérialiste, et un mâle au sens biologique versus femelle, un mâle dominateur. Ce concept de déconstruction, il a été exporté aux États-Unis. On va dire qu'il a il a été reçu avec enthousiasme dans les années 80 aux États-Unis et à ce moment-là, ça a donné lieu à un certain nombre d'études, et notamment sur le genre et la race, avec des contributeurs qui vont devenir célèbres, comme Judith Butler pour la théorie du genre en 1990, Kimberly Crenshaw pour le concept d'intersectionnalité, c'était en 89, Peggy McIntosh pour le privilège blanc, également en 89. Donc, il y a, vous voyez, concept de déconstruction, ça a généré ces fameuses études dont on parle aujourd'hui. On a parlé particulièrement fin des années 90 en France pour la théorie du genre, mais et ça date déjà des années 80, début 90. Et si on revient sur la France, Pierre-Yves, on ne peut pas non plus ignorer la vague post-mai 68, avec ses revendications, avec ses attaques plutôt contre le patriarcat, ses attaques contre des valeurs traditionnelles, famille, autorité. On était déjà, à ce moment-là, dans la déconstruction au sens où on l'entend aujourd'hui. Vous voyez? Donc, toutes ces luttes, finalement, je dirais un peu éparses, ont à un moment donné convergé. Et je pense que le mouvement Black Lives Matter a été le moyen, a été le catalyseur, comme je dis, pour coaguler, fédérer, dynamiser toutes ces luttes, lui donner, entre guillemets, un nom, ce fameux mouvement wokisme, et encore une fois, avec l'impulsion
de ce mouvement Black Lives Matter, ça a donné au wokisme une visibilité internationale. Et je pense qu'effectivement, le point de départ, en tant que mouvement unifié, organisé, entre guillemets, vient du mouvement Black Lives Matter en 2013. Vous voyez? Donc, c'est un peu rapide de dire ça nous vient des États-Unis, oui, mouvement Black Lives Matter, oui, ça a été un catalyseur, mais les origines ne sont pas du mouvement Black Lives Matter, même si Black Lives Matter a repris, bien évidemment, le, le positionnement de Black Lives Matter, c'est la lutte contre le racisme, les discriminations, les violences policières, bien évidemment. C'est un sous-ensemble, en quelque sorte, du wokisme. Alors, avant de voir ces implications, euh, donc, je voudrais avoir votre positionnement par rapport, parce que vous reprenez la thèse d'une extension de la déconstruction vers le wokisme. Prenez le cas de Bronstein, par exemple, qui a formulé la deuxième thèse la plus connue sur le wokisme, qui est que bien plus qu'une extension de l'anti-occidentalisme traditionnel par le biais de la déconstruction, Mm. il était imputable à, si vous voulez, un bouleversement religieux du monde nord-américain et entre autres la décomposition par le biais d'un awakening, tu vois, être réveillé étant, les woke se disent être des éveillés, ce qui est un fait, disons, récurrent du protestantisme majoritaire, et Bronstein fait un peu du wokisme, une sorte de gaz de putréfaction du protestantisme. Que Oui. pensez-vous de cette thèse-là? Bah, Bernstein, il est un peu d'accord avec Emmanuel Todd. Hein, c'est ce qu'il dit. Emmanuel Todd reprend je dirais, cette thèse dans son dernier livre. Hein. Mais je crois que pour rebondir sur reprendre votre perche en quelque sorte, je pense que ça explique, à mon avis, l'essor du wokisme. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui vont expliquer la déferlante du wokisme. Il y a les origines. Et beaucoup d'auteurs ont travaillé sur ces origines. Et surtout, et je suis d'accord avec votre introduction, souvent on parle des origines. Hein. On s'arrête sur les origines en quelque sorte. Mais on parle peu des substances qui ont fait que le wokisme s'est propagé à une vitesse incroyable. Je dirais, allez, si on parle du mouvement Black Lives Matter, c'est en 10 ans globalement. Et je crois, et moi j'insiste beaucoup sur ce point, c'est le déficit de spiritualité. C'est un peu en filigrane, voilà, c'est ce que dit Bronstein en parlant du protestantisme, etc., Emmanuel Todd aussi. Mais c'est ça, c'est ce déficit de spiritualité. Alors j'essaie de développer rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que avec le processus de sécularisation de nos sociétés, la perte de vitesse de la religion chrétienne, alors je regarde avec mon œil de français, bien évidemment, même si je regarde le wokisme de manière internationale, mais on va dire la perte de spiritualité est, entre guillemets, universelle dans notre monde occidental. Et je crois que cette perte de spiritualité comment dire, a donné naissance à une espèce de trou, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, ce besoin de quête de sens est comblé par ce qu'on appelle aujourd'hui souvent des nouvelles religions. Le wokisme est une nouvelle religion dans le sens où le wokisme est un mouvement qui peut être porteur de sens pour certains, comme on le voit aussi avec l'écologie. Des jeunes, par exemple, se plongent à fond dans l'écologie, c'est la nouvelle religion. Tout à l'heure, je parlerai de la créolisation si j'en ai l'opportunité. C'est également une nouvelle religion, entre guillemets, hein, cette créolisation. Mais je crois vraiment que oui, on peut considérer qu'il y a une perte de spiritualité dans nos sociétés. Ça crée un déficit de sens. Le sens est comblé par de nouvelles idéologies porteuses, justement, de sens, dont le wokisme, dont l'écologie et d'autres, bien évidemment, courants de pensée. Parce qu'en réalité, en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le New Age. Je ne peux pas m'empêcher. Or, Pourquoi pas, oui. le problème, c'est que, alors, beaucoup de gens ont tendance à mésestimer le New Age. Je rappellerai juste que les théories de Campbell, qui font une partie du New Age,
Il y a une science, enfin, il y a un art que ça a révolutionné totalement et pour toujours, c'est le cinéma. Parce que les théories de Campbell, c'est simple, ça donne George Lucas, ça donne le nouvel Hollywood, ça donne Star Wars. Donc, si vous voulez, ça donne tout le nouvel Hollywood. Spielberg, Lucas, Coppola. Le, euh, donc si vous voulez, c'est quelque chose de définitif en termes artistiques. Mais surtout, vous avez énormément de gens qui ont été vers des religions d'Orient, d'Extrême-Orient, etc., à partir de la vague New Age. Le fait que la vague New Age soit devenue un business n'exclut pas que ça vienne d'un déficit religieux. Parce qu'après tout, toutes les religions ont un volet commercial. C'est pas faire insulte aux croyants que de le dire. Hein, je rappelle que la diffusion de l'islam est avant tout un fait fiscal. Hein. Vous étiez musulman, vous ne payez pas d'impôts. Vous étiez dhimmi, vous le payez. Donc ça aide à la conversion. Et, euh, et que le wokisme soit en partie un business n'exclut pas ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vraiment la crise religieuse. Oui, Là où je voudrais vous entendre, c'est le. Vous êtes arrivé dans l'un de vos derniers articles dans le Diplomate à juxtaposer un certain nombre d'accélérateurs du oui, wokisme. Mais je vais employer l'accélérateur au sens fort, c'est-à-dire au sens on emploie le terme accélérateur dans le vocabulaire de la pyrotechnie, des explosifs. C'est-à-dire qu'on dit un accélérateur quand on utilise par exemple de l'essence. Bon. Or, vous en nommez quelques-uns, pas uniquement la perte religieuse d'ailleurs, vous parlez de l'extension de la méconnaissance, que certains appellent l'idiocratie, et je voudrais que vous reveniez sur certains de ces facteurs qui ont fait la combustion wokiste, hum, parce qu'en quelques années, on est arrivé, prenons ce qui se passe là actuellement dans certains des anciens grands corps français, aujourd'hui, on fait matraquer du gauchiste gentillet de 40 kilos par les flics à Sciences Po. À titre personnel, pardonnez-moi que ça me fasse doucement sourire, parce que c'était les mêmes qui m'envoyaient les flics il y a 10 ans. Donc bon, même si je ne justifie absolument pas la violence à leur endroit, parce que je, je, je suis pour une liberté d'expression totale, y compris hum. pour eux. Et je voulais, pour le monteur, tu couperas là, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est mon imprimante. Donc, clac, hop, on continue. Je voudrais que vous Moi, reveniez. j'ai un gros orage. J'ai un gros orage en plus. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus fort le son, parce que j'ai un énorme orage. Voilà, ça va mieux là. Hop, on recoupe. Justement, et je, je voudrais euh, que vous reveniez sur certains de ces Oui, grandes données de civilisation pour qu'on voit bien, parce que c'est ce qui ressort de vos oui, articles, que le wokisme est beaucoup plus le bourgeon d'une décadence qui, et s'il se propage aussi vite, c'est parce qu'il se propage en fait sur le corps mort de l'Occident, profondément, un peu comme des mouches ou comme de la putréfaction, beaucoup plus qu'une cause. exact. Alors, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup parler de ces facteurs accélérateurs. Encore une fois, hein, on reste toujours surpris par la vitesse à laquelle s'est propagé le wokisme. Alors, on a parlé du déficit de spiritualité, c'en est un parmi d'autres. Il y en a, alors ils sont tous finalement, je dirais, il n'y a pas un qui est plus important que les autres, mais il me semble quand même que je mettrais pour le moment, euh, en termes de, je dirais, de poids, il y a deux choses, moi, qui me frappent et qui expliquent aussi quelque part ce déclin de l'Occident que d'autres dénoncent. C'est le sentiment de haine de soi et l'autre sentiment qui est celui de la culpabilité, qui est très, en fait, révélatrice ou caractéristique plutôt des sociétés occidentales. Cette haine de soi, finalement, fait en sorte, si on parle de la déconstruction ou
l'une des facettes de la déconstruction qui est plus la cancel culture en réalité, qui consiste finalement à supprimer tout autour de nous, au niveau des normes, des valeurs, du patrimoine, de l'histoire, de la culture, des traditions, etc., tout ce qui peut finalement porter la trace de cette domination de l'homme blanc hétérosexuel. C'est un des pans de la cancel culture. D'accord? Donc, on efface, on essaye de censurer, on attaque, etc. On le voit sur des films, hein, on le voit sur le genre. Le genre est typiquement un cas d'école. Hein, on a reformaté un certain nombre de choses. Mais si j'en reviens à cette censure, on le voit sur les films, les dessins animés, les livres, etc. On essaye d'invisibiliser un certain nombre de signes qui appartiennent à notre identité nationale, etc. Parce que cette identité nationale rappelle la domination de cet homme blanc hétérosexuel. Mais force est de constater, Pierre-Yves, que cette déconstruction, appelons-la comme ça pour synthétiser, fonctionne à merveille. C'est mon premier, c'est mon étonnement. Ça fonctionne à merveille. Bah oui. Et pourquoi ça fonctionne à merveille? Et c'est là aussi où vous avez certainement rebondi sur mon dernier article pour Roland, où je parle de l'instrumentalisation du wokisme. Pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que finalement, les woke, en fait, n'arrêtent pas de communiquer sur le fait que nous sommes des affreux, que nous sommes détestables. Et à force de répéter sans cesse que nous sommes détestables et nous sommes des affreux, eh bien, comme disait euh, l'ancien directeur du Monde diplomatique, je ne sais plus son prénom, son nom de famille c'est Ramonet, euh, répétition vaut démonstration. Eh bien, Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, voilà, merci. Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, à force de dire que nous sommes des affreux, nous sommes détestables, eh bien, nous ne défendons pas ce que nous n'aimons pas, tout simplement. Et je pense que cette haine de soi est l'un des facteurs qui expliquent, entre autres, cette progression du wokisme. Nous, en fait, il n'y a pas de défense en réalité. On voit bien, on le voit tous les jours, quelque part, il y a une espèce de mansuétude, de complaisance à invisibiliser, à censurer. Vous voyez, il y a, je trouve, dans cette haine de soi, un aspect un peu sacrificiel de l'Occident. L'Occident ne s'aime pas. L'Occident est dans une espèce de phase où il essaye de se sacrifier. Et c'est l'une des raisons, à mon sens, qui explique cette progression du wokisme, en tout cas qui explique le fait que cette déconstruction fonctionne aussi bien. Ça, c'est la haine de soi. Après, le sentiment de culpabilité, c'est pareil. Il est amplifié par le wokisme qui enfin, les woke passent leur temps à dire que nous sommes encore une fois détestables et des affreux au regard d'un passé, et ce passé, bien évidemment, marqué par l'esclavage et particulièrement la colonisation. Et ce sentiment de culpabilité fait en sorte que collectivement, il y ait une espèce de dette. Nous serions redevables envers un certain nombre de populations, et notamment les populations qui sont issues des pays que nous avons colonisés. Et je crois que avec la haine de soi qui est vraiment caractéristique des pays, des sociétés occidentales, et ce sentiment de culpabilité que l'on ressent en permanence, eh bien, en réalité, le wokisme déroule son agenda, déroule son programme, et on voit bien qu'il n'est pas contré en réalité, parce que finalement, une partie du peuple au sens large du terme, des citoyens, mais aussi de nos politiciens, finalement, bah, quelque part, ne s'oppose pas à cette démarche. Et on le ressent au quotidien, encore une fois, ce sentiment de haine de soi, et cette culpabilité, elle est quelque part palpable au quotidien, dans les faits. Là, et c'est vraiment, c'est pas du tout pour le plaisir d'ergoter, hein.
Là, le seul point, je le dis, je pense que vous êtes un des observateurs les plus fins du wokisme. Parce que, voilà, comment dire, vous ne, vous ne, vous ne tirez pas une sorte de sonnette d'alarme apocalyptique sur des gens qui ont déjà du mal à être portés par leurs propres vêtements. Donc, bon, en réalité, vous le dites très justement, le wokisme, comme souvent des phénomènes de décomposition sociale, ne sont pas actés, ils sont permis, ce qui est différent. Le problème, c'est avec combien de complicité. C'est avancer dans le vide n'implique pas que ce soit des gens invincibles. Une armée de Kudjat peut tout à fait prendre d'assaut une forteresse vide. Il n'y a pas de grande gloire à prendre une forteresse qui n'est pas gardée. Or, le vrai problème, c'est pourquoi c'est pas gardé. Pourquoi ce n'est pas gardé? Alors, justement, ça m'amène, ça nous amène au dernier point, mais qui pour moi est un point extrêmement important. C'est que ce, ces gaz de décomposition, parce que le wokisme, c'est avant tout ça, parce que je vous le dis, je pense que l'anti-wokisme est, est en partie une escroquerie intellectuelle. Parce qu'il permet à des tas de gens qui ont tout trahi, tout. Ils ont laissé tomber leur pays, ils ont laissé tomber la souveraineté, ils ont tout laissé tomber. De se battre face à une menace fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? Or, et je trouve ça, sincèrement, je trouve que ça dépasse la notion de malhonnêteté. Or, justement, et c'est un point qui m'intéresse dans ce que vous écrivez, c'est que les woke sont en partie innocents. Avant tout, ils se font du mal à eux-mêmes. Et d'un côté, moi, je respecte la phrase des anciens, donne à chacun sa propre mort. Le, D'un côté, qu'il se démerde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais vous rappelez à juste titre que les woke sont aussi et avant tout d'ailleurs des pions. Question sur l'échiquier de qui? Alors, effectivement, et je pense être l'un des seuls à en parler. Tout à fait. Il y a C'est peu de tout gens à fait qui en juste. parlent. Enfin, après, pour être très honnête, Michel Onfray en parle un peu quand même. Michel Onfray en parle un peu. Mhm. Mais je pars du principe, en tout cas, que si le wokisme connaît un tel succès, a une telle influence, c'est qu'effectivement, il y a de la complaisance. Et je pars du principe, peut-être avec innocence, Pierre-Yves, que tout est politique. Que tout est politique. Et donc, dans ce principe-là, oui, j'estime que le wokisme est instrumentalisé. En fait, il fait le jeu d'un projet politique qui le dépasse. Alors, bien évidemment, rien n'est exclusif. Vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre. Rien n'est exclusif. Mais ce, cette partie du wokisme que l'on occulte pour différentes raisons, pourquoi, enfin, bref, cette partie de l'instrumentalisation qui concerne l'instrumentalisation du wokisme, c'est vrai qu'on en parle peu. Eh bien, je pense que c'est essentiel d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme les pièces d'un puzzle. Les pièces du puzzle séparément n'ont pas de sens. Dès lors qu'on les met ensemble sur un cadre, eh ben, effectivement, ça donne une cohérence d'ensemble. Alors, de ce point de départ, je positionne le wokisme comme un allié pour aller dans le sens de nos dirigeants européens. Là, je parle en restant en Europe, hein, bien évidemment. Restons en Europe, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je pense que les dirigeants européens, je pars en tout cas du postulat que les dirigeants européens veulent nous amener, alors dirigeants, hein, c'est chefs d'État, chefs de gouvernement, mais aussi des responsables des instances européennes, veulent nous amener vers la création
d'un État unique, un État fédéral, les États-Unis, les États-Unis d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Je pense que ça, c'est la cible. Alors, c'est marrant parce que on en parle de plus en plus depuis une quinzaine de jours. D'habitude, les médias n'en parlent pas trop. On sent qu'il y a une espèce de malaise volontaire, hein, d'ailleurs. Bien évidemment, on ne va pas crier sur tous les toits qu'on va aller vers le fédéralisme, hein. On emploie bien évidemment le mot souverainisme de manière complètement galvaudée, etc., peu importe. Mais la volonté des dirigeants européens, c'est effectivement d'aller vers cet État unique. Et pour y arriver, le frein majeur réside dans la résistance des peuples. Pourquoi? Parce que les peuples sont attachés à leur identité nationale, à leur histoire, à leur culture, à leur tradition, etc. Et pour arriver à la création de cet État unique, il faut créer un peuple nouveau, un peuple européen. Il faut sortir des logiques identitaires, les réflexes identitaires que j'évoquais tout à l'heure. Il faut casser les États-nations. Et dans cette perspective, dans ce projet politique, oui, le wokisme va être un allié formidable. Pour créer ce peuple nouveau, il y a, à mon sens, deux leviers que les dirigeants vont actionner. Le premier levier, c'est la déconstruction du sentiment d'appartenance à l'identité nationale, puisqu'on a vu tout à l'heure, c'était cette fameuse résistance des peuples. Donc, il faut déconstruire ce sentiment, encore une fois, d'appartenance à l'identité nationale. Mais pour la déconstruction, Pierre-Yves, les woke sont les champions du monde. Ils sont les champions du monde pour la déconstruction. C'est parfait, c'est exactement ce que veulent les dirigeants européens, casser toutes ces logiques identitaires, qu'on se rattache à notre patrimoine, à notre culture, à notre histoire. Les woke, encore une fois, excellent en la matière. Et les woke, en jouant pour justement faciliter cette déconstruction, eh bien, ils vont amplifier ce fameux sentiment de haine de soi. Et j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nous ne défendons pas ce que nous n'aimons pas. Vous voyez? Donc, oui, le premier levier, les woke sont les champions du monde. Ils facilitent cette, je dirais, cette déconstruction du sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Et en ce sens, ils font le jeu de ce projet politique. Le deuxième levier, il est encore plus, je dirais, peut-être plus important, avec beaucoup plus de conséquences, c'est l'immigration massive. Il faut peupler l'Europe avec des populations qui n'ont pas et n'auront pas la logique identitaire des populations d'accueil. Alors, plusieurs choses à dire par rapport à ça. Encore une fois, les woke, pour faire accepter, on va dire, cette immigration massive, on va jouer sur le sentiment de culpabilité. Et les woke, on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, les woke insistent, n'arrêtent pas de dire que nous sommes des affreux, encore une fois, détestables au regard du passé, en fait, marqué, encore une fois, par l'esclavage, la colonisation, les génocides, etc. Donc, en fait, pour faire accepter cette immigration massive, on va jouer sur ce sentiment de culpabilité. Et d'ailleurs, vous remarquerez que souvent, la problématique de l'immigration massive est abordée sous l'égide de la morale avec les peuples d'accueil. On parle de la morale, c'est un devoir moral de les accueillir. Vous voyez? Donc, en fait, avec la haine de soi et le sentiment de culpabilité qui sont finalement des leviers aussi, hein, qu'actionnent les woke, eh bien, on accélère cette déconstruction, on accélère, on fait en sorte que cette immigration massive soit mieux acceptée et on permet du coup, on facilite pour le coup la création de ce peuple européen, ce peuple nouveau. Mais attention, il y a une lourde conséquence, c'est-à-dire que
le fait de faire en sorte, finalement, avec ce sentiment de culpabilité, de faire en sorte que les populations qui vont venir chez nous n'aient pas ce sentiment d'appartenance à l'identité nationale, en fait, c'est quelque part, on va rompre avec le principe d'assimilation. Et d'ailleurs, ce principe d'assimilation, il est jugé par certains, le modèle d'assimilation, en fait, il est révolu, puisqu'il n'est pas voulu, il n'est pas désiré, puisqu'il ne faut surtout pas que les populations que l'on va accueillir nous ressemblent, en fait. C'est ça la chose. Alors, à faire ce petit jeu, il y a un certain cynisme de la part de nos dirigeants, parce que quelque part, ça ouvre la voie au communautarisme et à l'islamisme. Mais visiblement, ça ne pose pas vraiment de problème. Alors, pour étayer un petit peu ça, je reprendrai juste une déclaration de Helena Dalli. Helena Dalli, c'est la commissaire européenne à l'égalité des droits. C'était en janvier non, c'était en décembre, l'année dernière. Elle a, elle a déclaré, elle a dénoncé dans une déclaration le racisme structurel. Ça fait partie des éléments clés du wokisme, le racisme structurel des États membres et les a invités à promouvoir davantage la diversité. Elle reprend complètement la rhétorique woke. Et pourquoi elle reprend la rhétorique woke? Tout simplement pour jouer sur ce sentiment de culpabilité pour que les populations d'accueil, finalement, eh bien, puissent être un peu plus favorables à cette immigration massive. C'est juste ça. Vous voyez, et ça, je trouve que c'est d'un cynisme monumental. On parlait tout à l'heure de complaisance, quelque part. Les woke sont un petit peu des pions, etc. Oui, je pense que les woke sont des pions, mais il y a un autre pion qui apparaît finalement. Et c'est peut-être ce pion, c'est peut-être une certaine gauche qui est migrationniste, internationaliste et qui promeut, qui défend en tout cas l'abolition des frontières et la mixité des peuples. Elle voit, je dirais, dans le métissage un moyen d'éradiquer la xénophobie, le racisme, source de conflits. Et finalement, ben, cette gauche, quelque part, elle aussi fait le jeu de ce projet politique, hein, vous voyez. Alors, c'est la fameuse créolisation qui a été célébrée par Édouard Glissant, reprise par Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la créolisation, hein. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Pierre-André Taguieff qui dit que la créolisation est la nouvelle, est l'utopie attractive du XXIe siècle, une sorte de nouvelle religion. Et d'ailleurs, il l'intitule, non sans ironie, la mixophilie. Mixophilie. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait du déficit de spiritualité, on voyait qu'il y avait un déficit de quête de sens qu'il fallait combler par une idéologie porteuse, justement, de sens. On a parlé du wokisme, de l'écologie, mais il y a aussi cette créolisation aujourd'hui qui apparaît comme une sorte, en fait, de nouvelle religion. Le, je voudrais qu'on s'oriente vers la fin de cet entretien, mais je voudrais, j'abonde dans votre sens, ça va nous permettre de revoir certaines notions. Ce que la commissaire européenne attaque, c'est le privilège blanc. Le privilège blanc est l'une des données structurelles de, de l'un des quatre grands courants du wokisme, enfin l'un des quatre éléments intellectuels structurants. Donc, il y a la théorie du genre, la théorie critique de la race, l'intersectionnalité des luttes et la théorie empathique de la connaissance. Si je parle sous votre contrôle, c'est à peu près ça. Donc, on va être simple, théorie du genre, qui est la plus angulaire, vu que c'est la plus documentée et intellectuellement, c'est la plus charpentée. Et qui s'est Donc, imposée. et c'est celle qui s'est imposée. Lutte des classes, enfin lutte des sexes, théorie critique de la race, lutte des races, intersectionnalité, c'est, si vous voulez, c'est le fait de convergence des luttes, et ensuite, la théorie empathique de la connaissance, c'est-à-dire
c'est une sorte de romantisme solipsiste comme forme argumentative, c'est-à-dire et scientifique, ce que je dirais, ce que, ce que je vois comme fait scientifique, puisque la science n'est pas un donné, puisque le donné, c'est ce qui vient du monde patriarcal, hétéronormé, blanc. Donc, ne sera scientifique que ce que je déciderai Mm. à partir de ma propre sensibilité. Et si vous la contrariez, c'est toute la dynamique des micro-agressions. Ça va, j'ai réussi mon oral walk, ça va jusque-là. Donc, or, par contre, il y a un point sur lequel je voudrais que vous rappeliez, parce que c'est extrêmement important, restons dans le domaine communautaire. L'Union européenne entend rééduquer les populations sur l'enseignement de l'histoire. Mm. C'est encore des textes très récents, vu qu'ils datent du début 2024. Donc, on va vous effacer. Ça, c'est un procédé typique de ce qu'on appelle la cancel culture. Je voudrais juste que vous nous rappeliez et que vous nous aiguillez sur ce qu'elle est et les risques qu'elle représente. Particulièrement, elle est aujourd'hui un programme de grand effacement mémoriel, ce que, à titre personnel, j'ai nommé l'expropriation culturelle, par opposition à l'appropriation culturelle. Le, si vous voulez bien rappeler ce terme technique extrêmement important pour le sujet qui nous occupe, qu'est la cancel culture? Alors, il y a effectivement beaucoup de questions dans ce que vous avez abordé. Juste peut-être un petit complément sur l'intersectionnalité. On a, c'est vrai, tendance à imaginer que c'est souvent la convergence des luttes. C'est plus peut-être, à mon sens, le concept de, on va dire, du cumul des discriminations, Mhm. plus que la convergence des luttes. Alors, pour rebondir, il y a plusieurs choses. Rebondir sur l'effacement de l'histoire. Alors oui, c'était en novembre de l'année dernière. Le Parlement européen a adopté une résolution sur la conscience historique européenne. Et cette résolution, elle consiste en quoi? Elle consiste à effacer, à déconstruire, on va dire, les histoires nationales au profit d'une histoire européenne pour créer chez les jeunes Européens, ce nouveau peuple, le sentiment d'appartenance à l'Europe. Ça, c'était par rapport à la fameuse résolution. Alors, après, la cancel culture. Alors, le postulat de base du wokisme, hein, c'est de dire que le modèle de la société a été établi, donc le côté structurel, pour ne favoriser que certains au détriment des autres. Les certains, c'est nous, c'est l'homme blanc hétérosexuel, et les autres, ce sont les minorités ethniques, sexuelles et des femmes qui se revendiquent. D'ailleurs, pour terminer, je vous donnerai un petit exemple de provocation, si vous le permettez, sur le néo-féminisme tout à l'heure. Ce sera intéressant en conclusion. Donc, des femmes qui se revendiquent d'un néo-féminisme moderne. D'accord? Partons de ce principe, et j'en viens bien sûr à la cancel culture, l'idée c'est quoi? C'est d'effacer toute trace dans notre patrimoine, notre culture, enfin bref, tout ce qui nous entoure, toute trace de cette domination blanche. Déboulonnage des statuts est l'un des exemples. La censure de livres est un autre exemple. Pourquoi? Parce que, en fait, cette trace, cette mise en visibilité de cette domination blanche est perçue comme une offense. Elle est perçue comme une offense. Là, je rejoins ce que vous avez dit sur les micro-agressions. Et des fois, ça peut être très subtil comme micro-agression. N'empêche qu'il faut effacer, encore une fois, toutes ces offenses. Le deuxième point dans la cancel culture, c'est que il faut bien évidemment éradiquer ce modèle de société parce que, puisqu'il porte en lui structurellement les discriminations, il faut le détruire pour éviter que l'on perpétue ces discriminations. Donc, d'un côté, il faut éviter que les discriminations soient perpétuées, et d'un autre côté, il faut effacer les offenses. Ça, c'est la cancel culture. Alors, ça touche beaucoup de choses.
ça touche beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais la médecine, par exemple, elle est aussi accusée d'être grossophobe. Alors, toutes les minorités, à un moment donné, s'agrègent au wokisme. On en voit de Oui, plus en oui. plus de nouvelles, de manière des fois complètement ridicule. Vous voyez, par Pour des exemple, logiques victimaires de je me sens pas bien, j'ai beaucoup souffert, si vous pouviez m'indemniser. c'est ça. Et ah oui, on en a parlé d'ailleurs cette semaine de l'indemnisation vis-à-vis des peuples colonisés. Mais effectivement, vous voyez, les gens qui souffrent, bien évidemment, d'obésité, pour certains, il ne faut surtout pas généraliser, bien évidemment, hein, on est d'accord, ce sont des minorités qui sont actives, ce sont les minorités qui sont visibles. Mais voilà, il y a des personnes qui souffrent d'obésité, qui font partie du mouvement woke et qui disent, mais non, attendez, la norme de la minceur, vous nous l'imposez. Vous nous l'imposez et nous sommes les victimes de justement parce que la domination, la norme, et c'est celle de la minceur, mais nous ne sommes pas d'accord. Vous savez par exemple aussi que les BATS sont accusés d'être racistes. Aux États-Unis, on dit aussi qu'il ne faudrait plus parler des lois en physique, des lois de Newton, mais des lois fondamentales de la physique, parce que Newton était blanc et qu'il faut effacer des programmes la blanchitude. Il parle de la décolonisation des programmes. Donc ça va extrêmement loin. Ça va extrêmement loin. Alors vous avez parlé aussi du privilège blanc. Le privilège blanc, oui, ça a été théorisé par la fameuse Peggy McIntosh en 89 et qui consiste à dire, bah, finalement, puisque, encore une fois, ces discriminations sont structurelles, donc ça profite à certains, et encore une fois, je reviens toujours à l'homme blanc hétérosexuel, parce que c'est lui qui est visé finalement. Donc, Peggy McIntosh part du principe que dès la naissance, en fait, nous avons ces privilèges. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, les gens, les racisés, hein, puisque c'est comme ça qu'ils se présentent, versus l'homme blanc, désolé, mais c'est comme ça, c'est la réalité, et ben eux, du coup, ils sont discriminés. Donc, de fait, en naissant, on a des privilèges par rapport aux autres. Donc, ça remet aussi en question le principe d'universalisme. Ju- Justement, je voulais qu'on s'achemine vers la conclusion, mais vous soulevez un point très important. Sur, sur la critique de l'universalisme, je ne dis pas que la notion d'universalisme ne souffre pas de lourds travers. C'est ce que François Julien appelle l'universalisme facile, c'est-à-dire que bien des fois, des régimes dominants pensent universel ce qui est leur intérêt. Mais personne ne le nie, ça. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'universalité existe. C'est le rôle, par exemple, de l'interdit de l'inceste des grands fondamentaux civilisationnels. Et si euh, cet universalisme minimum n'avait pas existé, le dialogue interculturel ne serait pas possible. Donc, mais là où c'est aussi quelque chose, je pense, qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire que les woke, en tout cas une partie des doctrinaires du mouvement, Mm. principalement d'ailleurs issus des études décoloniales, prennent une large partie de leur critique dans les écoles réactionnaires ou conservatrices qui se sont opposées à la modernité. Beaucoup des arguments, ça se voit particulièrement en France avec quelqu'un comme Ouria Boutedja, bon, dont une partie non négligeable du logiciel a été, qu'elle en soit comptable ou pas, je ne dis pas qu'elle les a lus, je ne dis pas qu'elle les applique, mais il y a toute une école réactionnaire de droite, depuis Joseph de Maistre, qui a déjà formulé ces critiques qu'une partie des décoloniaux ont pris. Entre autres, le fait que euh, entre autres le fait que fondamentalement l'homme n'existe pas et que finalement on n'échappe jamais à la communauté. Bon. Ça, si vous voulez, les plus grands penseurs réactionnaires, à commencer par Demestre,
le disent depuis plus de 2 siècles. Donc, si vous voulez, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il faut bien voir le wokisme comme le bourgeon d'une grande crise civilisationnelle, dont ils ne sont que le bout de chaîne. Mais par exemple, ce n'est pas c'est plusieurs décompositions, mais pas uniquement ce qui est un réflexe de droite, parce qu'il y a fondamentalement des woke de droite. Une partie de l'anti-wokisme est fait par des woke de droite, je vous le dis tout de suite. Or, le problème, c'est que il ne faut, je pense, et je vous interroge là-dessus, je pense qu'il ne faut pas seulement voir dans le wokisme une décomposition de la gauche. Je pense que c'est vraiment un fait de décomposition, mais beaucoup plus vaste. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais effectivement, je crois qu'il y a Hmm. un mal occidental dans le sens où effectivement, il y a peut-être une fin de civilisation. C'est-à-dire que, je sais plus, je crois que c'est Michel Onfray qui a dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. Il disait finalement, il parlait je crois, du wokisme et de l'islamisme. Il disait finalement, est-ce que c'est le wokisme et l'islamisme qui viennent affaiblir la civilisation occidentale, ou c'est parce que la civilisation occidentale se porte mal qu'elle est attaquée par l'islamisme et le wokisme? Et je crois que si on revient sur ce qu'on s'est dit, pardon, en introduction et avec notamment cette haine de soi, qui est quand même vraiment une caractéristique des sociétés occidentales, et ben ça pousse à croire effectivement que notre société va mal et que si elle va mal, elle s'affaiblit et si elle est affaiblie, elle est attaquée. Donc oui, le wokisme effectivement est venu peut-être à point, il est venu attaquer une société qui est en difficulté. Et je crois vraiment, en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est que les Occidentaux ont développé encore une fois, cette fameuse haine de soi. Je crois c'est peut-être la clé finalement, Oui, et c'est peut-être l'essentiel, c'est que les Occidentaux se détestent quelque part. Alors, bien oui, évidemment, vous comprenez, je ne bien sûr. généralise pas, c'est une tendance lourde, mais peut-être que c'est ça finalement le vrai problème. Et cette haine de soi, eh ben oui, elle est extrêmement destructrice, elle est mortifère, elle a un côté sacrificiel. Elle a un côté sacrificiel, je trouve. Justement, je rebondis sur vous employez à dessein le terme sacrificiel et je pense que vous avez tout à fait raison. Je veux dire, par exemple, prenons une hypothèse de travail. Quelque chose qui frappe beaucoup dans le mouvement woke, c'est sa sympathie avec l'islamisme radical. Or, on se dit, quand on connaît la doctrine de l'islam dur, qu'est-ce que les barbus vont faire des woke? J'ai quelques hypothèses sur la question. Moi aussi. Ça va être court, ça va être intense, surtout pour eux. Or, c'est la fameuse blague américaine du chicken for KFC. Bon, si vous voulez, le woke pro barbu, c'est comme le poulet supporter de KFC. Je ne dis pas que ce n'est pas généreux, je dis que je pense qu'il y aura que la fin de triste. Or, mais par contre, beaucoup de gens ne voient pas la logique profonde qui est dedans. Mais je pense qu'il y en a une. Je m'explique. Ce n'est Chaque civilisation mourante, c'est une phrase de Sioran, appelle son barbare. Dans l'esprit des woke, le barbu, c'est ça. C'est celui qui viendra nous délivrer de nous-mêmes. Je pense que c'est même pas uniquement une partie de l'extrême gauche essaye de surfer sur la violence radicale, mais je pense qu'une partie veut mourir et, et trouve dans l'islam dur la force de se foutre en l'air d'un certain côté. Je sais que l'hypothèse est peut-être audacieuse, elle est peut-être trop violente, mais j'y crois profondément. C'est-à-dire, je pense qu'ils appellent, ils ne trouvent rien de plus contraire à l'Occident que ça, et ils appellent le barbare.
Je, je pense qu'ils sont même pas dupes, qu'eux-mêmes ne se sortiront pas de là, parce que, je le dis sincèrement, il n'y a pas de cheveux bleus dans le califat. Vous évoquez un point important, c'est les alliances de circonstances. Mm. Les alliances de circonstances, je pense que c'est ça qui est parlé entre autres. Les alliances de circonstances entre des minorités qui composent dans la mouvance woke, hein, bien évidemment, les minorités sexuelles et des minorités ethniques. Ce sont des alliances de circonstances. Elles ne pourront jamais s'entendre sur les questions autour du genre et des orientations sexuelles. Elles ne pourront jamais s'entendre. Alors, par-dessus cela, vous mettez effectivement l'islamisme, c'est encore un autre sujet, mais si on reste dans la mouvance woke, ce sont des alliances de circonstances. Déjà, ça commence à se friter, soyons clairs. Ça Bah, commence à se disons friter. que une partie des tenants de la théorie critique de la race ont des idées particulièrement sur les 40, on en est à combien, 42 ou 44 déclinaisons de genre, ça va s'arrêter très vite. Parce que je crois me rappeler que, au sein du mouvement Black Lives Matter, et qui connaît les populations afro-américaines ne doit pas en être surpris, on est sur une homophilie que je qualifierais d'éclipse, voire parfaitement relative, et sur un féminisme dont je me suis laissé dire qu'il était douteux. Ah ben, alors le féminisme, aujourd'hui on parle plutôt de néo-féminisme, hein, parce que je pense que le féminisme d'antan, malheureusement, il est dépassé, hein. Oui, totalement. Mais là, voilà, là, on parle d'un néo-féminisme. Alors, c'est rigolo, je vous avais promis, vous me direz quand c'est la conclusion, parce que j'aimerais vous citer quand même une provocation on va dire, d'une personne néo-féministe. Mais effectivement, je crois aussi, ce qui caractérise ce mouvement, c'est le côté vindicatif. On est dans le ressentiment, on est dans la haine, on est, je pense, Pierre-Yves, dans la revanche. Il y a un côté revanchard aussi de ces minorités. Bien évidemment, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui ne se dit pas. On ne dit pas, je fais partie d'un mouvement pour prendre ma revanche. On dit qu'on défend un certain nombre de choses. Encore une fois, je ne généralise pas. Mais il y a une tendance lourde. Et il y a une tendance de cette fameuse revanche. Je crois qu'on on peut pas l'occulter. Et je pars du C'est très principe juste. et je pars du principe qu'on ne résout pas les problèmes par la violence. Et dans ce mouvement woke, d'où mon engagement, on ressent cette violence. Parce qu'en fait, le wokisme, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, de ces manipulations, de cette instrumentalisation qui est réelle, mais c'est un mouvement qui divise les individus, qui les oppose et qui fragmente une société qui est déjà extrêmement éclatée. Donc la concorde que l'on attend, le bien commun que l'on prie, ben, il ne viendra pas, en tout cas du wokisme, ça c'est clair. Oui, Donc c'est un mouvement qui est extrêmement dangereux, et si je parle du néo-féminisme, le néo-féminisme nuit à la cause féministe, tout comme le nouvel antiracisme nuit à ceux qui se battent contre le racisme. oui, Vous très voyez, en nettement. plus, c'est un mouvement qui est contre-productif en réalité, contre-productif. On est dans le ridicule, on est dans le nombrilisme. On va essayer de défendre des revendications qui sont parfois très personnelles. Quand vous dites il y a une déclinaison de 44 genre, bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, les pansexuels, enfin, bon, on est dans le ridicule quelque part, vous voyez? Donc c'est contre-productif tout ça. C'est sûr que ce serait pas aussi grave, et on terminera peut-être là-dessus, on se dirait, on aurait bien besoin d'un Molière. Exactement, c'est ça, un peu exactement. Alors, si vous permettez, je terminerai par une provocation. Tout à l'heure, je disais que dans le wokisme, il y a bien sûr comment dire, des tensions, de la haine, de la violence et des provocations. Et j'aimerais tout simplement relater rapidement, c'est-à-dire en quelques lignes, une chronique. Est-ce que vous connaissez un philosophe, alors je dis un philosophe, Béatrice Preciado. Avez-vous Je entendu n'ai pas parler de l'honneur. Béatrice Preciado?
Béatrice Preciado, donc femme, devenue homme transgenre, Ah philosophe si, ça y est. espagnol. Si, ça y est. Je vois Vous qui c'est voyez? le. Voilà, oui, oui, enfin, je vois, je Voilà. vois. Voilà. Donc alors je veux pas la mégenrer. Donc Ah bah, et pas de il, ça chez nous. voilà, pas de ça chez nous. Donc il se présente comme un néo-féministe antifasciste. Bon, c'est comme ça. Donc Ah bah, sur une tranche de pain complet, ouais. cette personne écrit dans Libération. Hein, elle a une porte ouverte pour écrire un certain nombre de chroniques. Elle fait des conférences et elle est un petit peu, il est un petit peu une icône hein, au niveau des néo-féministes. Eh ben, en 2017, hein, cette personne a écrit une chronique qui avait été intitulée La grève de l'utérus. Et dans cette chronique, il invitait, tenez-vous bien, à la décolonisation de l'utérus. Et en d'autres termes, j'ai retenu quand même des phrases un petit peu clés. Disait qu'il faut priver cet organe, donc l'utérus, du sperme national catholique, du sperme national catholique. Il faut lui préférer l'abstinence, why not, la masturbation, l'avortement, la sodomie et le meilleur pour la fin, pour lui préférer la zoophilie et la coprophagie. Alors pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la coprophagie, c'est tout simplement le fait de manger des excréments. Ah Cette oui, quand même. déclaration, ah oui quand même, ouais, donc ça va loin, mais ça montre à quel Il point, y a peut-être un peu, comment dire, sur une chronique un peu réduite, ça fait quand même beaucoup de progrès par consonne et par voyelle, je trouve. mais vous voyez cette violence, cette haine dont je parlais, Théorie de la bah, dégénérescence. et oui, Excusez-moi. elle est Excusez-moi un clairement moment. exposée. Voilà, si vous Vous voulez, voyez, c'est terrible. C'est terrible. Mais comment voulez-vous, avec une approche comme celle-ci, essayer de construire quelque chose? Non, non, le wokisme divise encore une fois, oppose les oui, individus et c'est- nous amène vers de la violence. Alors, on aura le temps, je l'espère, peut-être j'aurai l'occasion d'être réinvité sur cette chaîne, mais elle vous ouvre êtes le la voie. bienvenu. Le wokisme ouvre la voie au totalitarisme. Et on reparlera encore de l'instrumentalisation du Mm. wokisme. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, Pierre-Yves, sur ce sujet, qu'effectivement, c'est compliqué de rester sur un format de 1 heure, etc. Donc, je serais bien évidemment ravi de revenir sur votre chaîne et de Vous parler êtes le mieux de bienvenu, mon cher. Vous êtes le bienvenu. On se refera ça parce que si vous voulez, et je pense sincèrement que, parce que malheureusement, nous serons en face de ces gens longtemps, parce que c'est, pour l'historien des idées que je suis, c'est ce que j'appelle des idéologies de putréfaction. Donc malheureusement, exactement, comme la putréfaction d'un cadavre, ça prend un certain temps. Et malheureusement, ils disparaîtront certainement par leur propre nihilisme, mais ils peuvent laisser des marques de destruction profonde. Et c'est là où le sujet est sérieux et c'est là où, même si je préfère enfoncer les clous, parce que comme disait Louis de Bonald, penseur mal pensant, j'en suis désolé, entre la nécessité de dire et l'inconvénient de se répéter, il n'y a pas à balancer. Je pense, et c'est pour ça que heureusement qu'il y a des gens comme Pierre-André Taguieff, comme vous, comme d'autres, parce que je pense qu'une part de l'anti-wokisme n'est pas à niveau. Je le dis sincèrement. Cher Philippe, je renvoie à votre chaîne YouTube dont le lien sera en description. Je vous dis à très bientôt. Merci Pierre-Yves. À Je, bientôt. je profite pour conclure, pour rappeler que n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons canal Telegram, groupe Telegram, Spotify, Facebook, Twitter, enfin X maintenant. Et n'oubliez pas de nous soutenir. Tout ce que vous voulez savoir, si vous voulez nous aider, est en description. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.